Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve avec Florian Grenier de Greux Games, qui est venu faire un tournage ici au chalet, plusieurs tournages, notamment du jeu sur lequel vous voyez, dont vous voyez le décor qui est posé juste derrière nous, Roa, et puis on s'est dit qu'on se ferait plaisir. Je t'ai proposé de ressortir la boîte de Nidavellir, parce que moi c'est un de mes jeux favoris. Il a quel âge maintenant Nidavellir? Il est sorti en 2020, donc il a 3 ans, il va avoir 4 ans en janvier. C'est un jeu génial de Serge Lager, qui est illustré par Jean-Marie Minguez, et on va le découvrir, on va en reparler, parce que tout simplement on s'est dit 3 ans, il y a beaucoup de monde qui est arrivé dans le monde du jeu depuis 3 ans, il y en a plein qui peut-être ne connaissent pas Nidavellir, c'est un tort, mais c'est notre mission aussi de vous renseigner, de faire des séquences comme ça qui sont non sponsorisées, que on organise, je tiens beaucoup, j'insiste sur le fait que vous n'êtes pas en train de regarder une publicité, vous avez effectivement l'éditeur qui se prête au jeu, qui vient avec nous, mais là on vous informe, je me fais plaisir parce que vraiment ça fait partie des jeux parus ces dernières années qui m'ont le plus plu, auxquels on a beaucoup joué. Donc ça vaut le coup, on n'avait rien sur la chaîne sur ce jeu, ça vaut le coup de faire une petite pastille pour vous le présenter. Merci beaucoup. Nidavellir, c'est un jeu dans lequel on se retrouve dans un univers un peu Heroic Fantasy. Tout à fait. L'idée c'est on est dans un univers nordique, donc on est dans Nidavellir, donc le monde des nains. Sachant que dans l'univers nordique, il y a plusieurs façons d'appeler ce monde. Il y a les Svartalfheim, qui peut être aussi les elfes noirs, et le Nidavellir avec les nains. Et en fait, dans la mythologie, il y a différentes interprétations. Donc nous, on est parti sur Nidavellir, les nains, donc la mythologie nordique, et on a tordu un petit peu un conte nordique qui est le conte de Fafnir, donc l'histoire de la mythologie de Fafnir. Donc c'est des nains. C'est un dragon, C'est un dragon, ouais. En fait, ça varie en fonction des histoires, mais une des histoires que moi je retiens, c'est une famille de nains qui avait un grand trésor, etc. Et un des nains se fait tuer par Loki. Derrière, il y a une histoire de trésor. Dans ce trésor, il y a une bague maudite qui va sûrement donner naissance ensuite, en tout cas, qui va donner peut-être la racine du Seigneur des Anneaux, probablement, en fait, en tout cas, c'est une vieille mythologie. Et donc cet anneau est maudit, donc quand l'anneau est rendu et donné au nain, Fafnir tue son père et garde le trésor pour lui, et dans la mythologie, il se transforme en dragon, donc le dragon de Fafnir. Donc nous, dans notre mythologie, notre histoire du jeu, Fafnir a été enfermé, et là il ressort de la montagne pour venir récupérer le trésor que les nains ont amassé. Est-ce que tu peux me passer la boîte, parce que c'est vrai qu'on l'a mis sur le côté, je l'ai peu montré en face quand même. Cette boîte qui est d'ailleurs très élégante. Vous avez beaucoup de boîtes blanches chez Greux Games. Au début, oui, tout à fait. Au début, là, on commence à aller un peu moins sur des... En fait, on a surtout des jeux et des boîtes un peu monochromes. L'idée, c'est d'avoir des visuels qui se démarquent et on veut pas des trucs trop colorés. En fait, c'est ça surtout. Et donc, on a une tribu de nains qu'on va pouvoir utiliser chacun d'entre nous pour essayer d'avancer en point de victoire derrière. C'est quand même malgré tout le but du jeu. Ouais. C'est un jeu dans lequel vous allez récupérer des cartes que vous allez poser devant vous, faire votre tableau de cartes. J'aime bien, moi, ce genre de choses. Et il y a ces jetons tout à fait qui sont pas ceux que vous allez, si vous ne connaissez pas le jeu, vous n'allez pas retrouver ces jetons-là dans cette boîte de Nidavellir. En fait, là, on a tout sorti. On s'est dit, on fait une séquence, donc on va sortir un petit peu tout ce qui existe autour du jeu actuellement. Et notamment, alors là, on voit plusieurs éléments. Ouais, ça c'est le matériel de luxe en fait. Donc il y a 2 ans, on avait fait une précommande pour vous proposer un trésor royal de luxe. Donc c'est un trésor qui est beaucoup plus gros que celui de base. Donc dans la boîte de base, vous avez ce qu'il faut pour jouer, c'est un support en carton avec des pièces en carton, donc ça suffit largement, c'est très bien. C'est très bien, c'est en plus matériel en 3D, en 3 dimensions, c'est vraiment très chouette dans le jeu de base. C'est remarquable, mais après, si vous y avez beaucoup joué, commencez peut-être pas par acheter directement un trésor de luxe, faites quelques parties et voyez si c'est un de vos classiques du jeu de société. Et si c'est le cas, vous avez la possibilité de récupérer. Il vous en reste quelques-unes, parce que là, c'est sur votre... C'est pas en boutique. Non, on peut pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que le but, c'est que nous, c'est de luxifier un peu un jeu qui s'est très bien vendu et qui plaît. En fait, nous, on aime quand on a un jeu qu'on adore, avoir du matériel qui s'enrichit, qui devient un peu plus luxueux et plus agréable à manipuler. Donc en fait, on a proposé ça, c'est des jetons de poker lestés à 13,5 g, ils sont lourds, c'est hyper agréable à manipuler. Et donc là, non, on a fait une deuxième précommande, donc une précommande qui a dépassé nos attentes. Donc là, on a fait une deuxième précommande pendant 3 mois, de juin à septembre. Et on va avoir quelques boîtes, donc les précommandes vont être envoyées normalement aux gens qui ont précommandé donc, en décembre. Et derrière, on aura quelques boîtes en vente sur notre shop et également probablement à Cannes. Donc voilà. Derrière, donc là, sur première précommande, on avait créé des sleeves spécifiques pour Nidavellir, donc là on les a pas, mais c'est pas grave. Et en fait, les sleeves ont un dos opaque
ont un dos opaque qui permettent d'avoir vraiment un opaque et mat. Donc en fait vous avez opaque mat qui correspond aux cartes de Nidavellir et donc c'est vraiment adapté au jeu. Et dans cette version-là, en plus du Trader Royal Deluxe, on propose un tapis en néoprène. Donc ce tapis, il est recto verso, il vous permet d'intégrer les extensions. Donc l'extension de... Là, vous avez l'extension pour Singvellir, et vous avez la zone pour jouer à Ida Vol. Donc ça permet un peu de mettre facilement en place et ça évite du coup de mettre sur la place les petits modules qui permettent de placer les cartes dessous, etc. Autre chose qu'on avait fait également lors de la première précommande, qui est toujours disponible, c'est l'Artbox Nidavellir. Oui. Donc là, on a demandé à 5 artistes de réinterpréter les nains de la boîte de base de chaque classe. Et donc on a eu Amy Blacksheep, c'est une tatoueuse grenobloise qui a fait les forgerons. On a Harry Conway, qui est assez connu parce qu'il a fait des jeux sur Kickstarter et surtout maintenant il a été embauché par Magic, donc il a fait les cartes dans la dernière extension. Lui, il s'est occupé des chasseurs. On a également Satoshi Matsura, qui est un illustrateur japonais qui a refait les mineurs et il est connu parce qu'il a travaillé sur le jeu qui est sorti chez Matago, Hidden Leader. Voilà, donc vous voyez un peu. Et il a fait aussi chez Studio H un jeu qui est avec les dominos, on fait l'association. Oui, je le vois. Voilà, bon bref, en tout cas voilà, donc je sais qu'au niveau graphique ça rend plus aux gens, donc on retrouve des illustrations de Satoshi Matsura là, dans la boîte. Jean-Marie Minguez a également retravaillé ses guerriers, et Guy Pascal Vallée a travaillé les explorateurs d'une façon assez incroyable, je vous laisse découvrir. On n'a pas parlé de la mécanique, on va pas tout résumer, on va pas vous donner le pouvoir de chacune des cartes, on va simplement insister sur ce système central, les jetons que l'on va utiliser puisqu'il s'agit d'une certaine manière d'un jeu d'enchères, mais alors souvent dans les jeux d'enchères on a une complexité qui fait que si tu rates les premiers tours c'est mort, derrière t'as raté, t'as plus de monnaie, t'arrives plus à t'en sortir, c'est extrêmement technique et c'est une catégorie de jeu qui ne plaît pas à tout le monde, les jeux d'enchères. Il y a des gens qui sont complètement hermétiques à ça. Ici on a à chaque tour 3 enchères qui vont avoir lieu, mais avec la même monnaie pour tous les joueurs en début de partie. Tout à fait. Et cette monnaie va évoluer. Tout à fait. On commence avec une pièce 0, 3, 4, 5, enfin les pièces 0, 2, 3, 4, 5, pardon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un principe qu'on appelle le coin building. J'aime pas trop les jeux d'enchères non plus, j'aime pas trop ne rien avoir en fait. Ouais. Et là, Serge a fait un truc fabuleux, c'est qu'il a mis, c'est plutôt un jeu de mise en fait. Oui. On va miser nos pièces pour avoir une initiative pour prendre des cartes, mais on récupère tout le temps des cartes, c'est très important. Donc quoi qu'il arrive, ce jeu peut être joué en dilettante ou vraiment en mode concentration extrême et très compétitif. Parce que si vous jouez tranquille en dilettante, vous allez quand même marquer des points et vous n'allez pas être non plus aux fraises. Par contre, si vous jouez en compétitif, forcément vous allez gagner parce que certains endroits, le momentum, vous n'allez pas les rater, vous allez être attentif à ça, etc. Bon, on y a joué hier, j'ai fait une très mauvaise gestion de mes pièces, mais j'ai pas fini à 0 points parce qu'à chaque tour de jeu, sur chacune des zones sur lesquelles nous allons jouer, on va récupérer une carte. Donc de toute manière, vous allez construire votre tableau. Simplement, peut-être vous allez moins les choisir en fin de partie si vous n'avez pas bien évolué. Vous allez placer des pièces sur les 3 petites bannières de votre plateau qui correspondent aux 3 bannières ici. On va regarder la valeur des pièces jouées. Par exemple, si on révèle la première, t'as mis un 0, moi j'ai mis un 2, donc je choisis en premier. Elles valent toutes, sont toutes intéressantes les cartes, mais simplement on va construire des stratégies parce que souvent quand on part dans une couleur, on va gagner de plus en plus de points. Exemple, cette couleur violette, la première que je place vaut 3 points, mais la dernière 150, si on arrive à la mettre en général, c'est gagné quoi. On va essayer d'empêcher aussi ses adversaires de le faire. Tout à fait, tout va devenir... Enfin, au début, on a une stratégie qui est assez ouverte et elles vont se fermer en entonnoir pour arriver sur la stratégie qui rapporte le plus de points pour nous. Donc là, tu prends celle-là, moi je vais en prendre une que je vais poser également dans mon armée ici. Et comme j'ai joué ma 0, je révèle les 2 pièces de ma bourse que j'ai pas utilisées, 5 et 4, on les additionne, ça fait 9. Je jette la plus grosse pièce et je récupère un 9 dans le trésor royal de luxe, donc voilà, que je mets. Et c'est bien joué parce que ces pièces-là, non seulement elles vont servir pour les enchères, mais également elles rapportent des points en fin de partie. Cette pièce rapporte 9 points, donc c'est aussi un scoring important. Et ce qui est intéressant, c'est que j'aurai cette pièce aussi pour miser donc au prochain tour, donc j'aurai un 9. Donc la première partie, elle est déjà directement agréable parce que vous faites votre truc directement, vous n'allez peut-être pas gagner contre un joueur expérimenté, vous n'allez pas gagner contre un joueur expérimenté, mais quand même, vous construisez, vous avez ces petites récompenses qui font que la partie directement, elle est plaisante et l'envie de rejouer et aussi l'accompagne. Et le petit truc jouissif, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, nous les familles, mais qui est en fait les lignes de cartes. Quand vous faites une ligne de 5 grades différents, parce qu'il y a 5 classes dans le jeu. Oui. Donc j'ai fait ça, excuse-moi, pour l'exemple, je vais te piquer ton forgeron. Ah voilà, on va piquer mon forgeron. Dès que je vais mettre la 5e carte qui crée une ligne de grades différents, donc 5 couleurs, je vais pouvoir récupérer un héros. Et là, je fais appel à un héros, donc soit un héros de classe qui se met dans mon armée, qui va augmenter encore mes points de victoire dans les colonnes, soit des héros neutres qui se mettent ici et qui vont avoir un effet sur mon jeu en points de victoire ou en petit effet de voilà.
Et donc ça permet aussi de composer plusieurs lignes. On va en faire plusieurs peut-être pendant la partie. Vous aurez la possibilité d'avoir des héros. Le jeu n'est pas très très long. On a 2 phases. Une première phase avec les cartes qui sont numéro 1, à l'issue desquelles il va y avoir un premier décompte, mais un décompte particulier parce que ce ne sera pas les points de victoire. On va regarder les majorités dans chacune des zones. Qui a plus de grades dans chaque colonne. Et en fait, on va gagner des cartes qui vont donner des bonus en fonction de ses classes. Et ensuite on rejoue, ça peut aller très vite, ça dépend évidemment des joueurs, parce que là on est sur une mécanique centrale qui est assez rapide, assez simple, mais par contre les joueurs des fois réfléchissent, ça c'est à vous de voir comment vous aimez jouer. À l'issue du deuxième paquet de cartes, on passe au scoring final, et là on marque des points, il y a pas mal de points qui vont se cumuler. Tout à fait. Et là, on vous l'a expliqué. On vous a expliqué comment fonctionne très rapidement Nidavellir. On n'est pas entré du tout sur le détail des différentes cartes, des différents pouvoirs qui font également le sel du jeu et qui vont s'enrichir. On l'a dit avec ces 2 petites extensions qui se sont rajoutées derrière. Ce sont essentiellement des cartes à l'intérieur, des cartes qui se rajoutent, qui complètent ou qui remplacent parfois. Tout à fait. Avec à chaque fois juste une toute petite règle. Singvellir, quand vous êtes le meilleur enchérisseur d'une taverne, plutôt que de prendre une carte dans la taverne, vous pouvez aller récupérer une carte au camp. Cette carte est soit des mercenaires qui vont pouvoir être bicolores et se mettre dans une ou l'autre, ou alors un objet qui va vous donner des objectifs ou des points de victoire en fin de partie. Et pour Idavol, en fait, on va mettre ici un paquet de cartes qui sont les cartes dieux qui arrivent en jeu, donc les cartes mythologie avec des dieux, des animaux mythologiques, etc. Et donc ça fait que pendant les 3 premiers tours de l'âge 1, on va avoir des cartes spécifiques avec des pouvoirs assez forts qui vont renforcer les stratégies extrêmes de Nidavellir et qui vont vous teinter votre partie. Donc l'idée c'est d'avoir, avec peu de règles à chaque fois, des changements de sensation, d'aller chercher autre chose dans votre jeu et de faire plein de trucs, tout en gardant la fluidité du jeu. Merci de l'avoir présenté. Alors c'est pas fini sur l'histoire de Nidavellir, c'est un jeu que vous suivez, il fait partie de votre gamme, on voit qu'il y a de quoi jouer avec un matériel qui est vraiment chic. Il y a d'autres projets qui sont en cours, on peut pas en parler aujourd'hui. On voit pas, en fait il y a des... Alors Serge malheureusement décédé en janvier, on avait travaillé sur plein de projets ensemble et il y a des choses qui vont arriver normalement. On est en train de voir ce qu'on peut faire sur ces projets qu'on avait bien avancés. Oui. Voilà, mais ça prend un peu plus de temps forcément et on prend notre temps. L'idée c'est c'est de développer les choses correctement et de faire en sorte de garder l'idée qu'il avait de ces jeux. Voilà. Et donc c'est un grand jeu de Serge Agé, on vous conseille d'aller voir tous les autres jeux qu'il a fait. Parce que vraiment un grand auteur. Ah oui, vraiment, c'est un génie du jeu de société et quelques œuvres. On en parle très régulièrement parce qu'il y a des jeux qui nous évoquent plein de souvenirs auxquels on pense très, très souvent. J'ai eu l'occasion, moi, de jouer à des trucs qui vont arriver un petit peu derrière. Je ne pouvais pas vous en parler, évidemment, je ne vais pas dévoiler des choses. On enregistre cette séquence presque trop tôt, parce que peut-être que plus tard, on aura des annonces à faire, mais on suivra, évidemment, l'actualité de ce jeu-là. On va continuer à jouer, puis la mécanique, elle est tellement chouette, parce que après, tout dépend des cartes qui sont présentes. C'est le genre de jeu sur lequel cette mécanique-là d'échange et puis de construction de je ne sais plus comment tu l'as appelé. C'est le coin building, Voilà, le coin building. La construction de pièces. Elle peut se développer de plein de façons différentes. On aura l'occasion de reparler de Nidavellir. Merci beaucoup, Florian, merci à toi. De nous l'avoir présenté. Puis merci de mettre tout ce cœur autour de ce projet et de continuer l'œuvre de Serge Lagé. Je crois qu'on peut vraiment parler d'œuvre aussi pour les auteurs de jeux de société.